Est-ce qu'on va parler? Je pense que ça pourrait être utile de parler de comment les organisations sont en train d'évoluer. Ça a l'air très vaste comme sujet, mais je vais l'aborder de manière très rapide. Avant, je veux juste faire une petite parenthèse sur deux choses. Comment on utilise notre tête, notre cerveau, pour aborder tous les sujets qui nous entourent. J'ai déjà parlé de notre habitude de caser plein de choses dans des cases. Maintenant, il y a autre chose qui me paraît utile aussi, c'est comment on écoute. Et en ces temps un petit peu intéressants, on pourrait dire, on voit qu'il y a souvent des gens qui écoutent depuis la pièce où ils habitent toute l'année. Simplement, la porte est fermée, les rideaux sont tirés, il n'y a aucun accès à l'intérieur. Donc en fait, tout ce qu'il faut en rentrer, si ça ne correspond pas exactement à la couleur des murs, à la couleur des meubles, ça ressort. C'est des gens qui vous disent ah non, ça c'est nul. Des gens qui sont, en fait, et ça nous arrive à tous, attention, hein, mais encore une fois, je me sers des catégories là. Des gens qui en fait sont tout le temps dans le jugement et dans l'évaluation, et si ça passe pas là-bas, eh ben on gère. En temps de stress, on se retrouve assez facilement là-dedans. Il y a des gens, ils ouvrent un petit peu le rideau. Ils vont dire ah oui, là il se passe des choses. Oui, mais. Et c'est là où on tombe dans le oui, mais, ce qui veut dire non aussi en français. C'est oui, mais bon, ça c'est bon pour eux, mais pour moi ça va pas. Et puis il y a aussi en fait la possibilité d'aller un petit peu dehors, d'aller faire un tour. Et il y a beaucoup de gens en fait qui n'osent pas aller faire un tour, surtout pour des raisons qu'on va aborder tout à l'heure, qui ont beaucoup de traits à la peur. Et aller faire un tour, c'est sympa. Il suffit juste de suspendre son jugement, de prendre l'information qui vient, d'écouter ce qui vient, puis ça vient ou ça vient pas, mais on ne prend pas de risque à prendre de l'information. Même dans ces temps où il y a beaucoup d'informations. Il suffit juste de s'ouvrir, de suspendre son esprit, d'ouvrir son cœur et de voir ce qui vient. Ça, c'était la première chose que je voulais dire sur l'écoute. C'est important de savoir d'où est-ce qu'on écoute. La deuxième chose que je voulais dire aussi dans cette petite intro, c'est la façon dont on regarde les causes. Quand on parle de quelque chose, c'est facile de dire ah bah oui, mais ça s'est passé parce que. Ou alors c'était à cause de. Et hop, comme ça, c'est rangé. Et du coup, ma réalité, elle devient meilleure que la réalité de l'autre parce que moi, je connais mieux la cause que lui. Et on commence à discuter sur les causes, alors qu'en fait, ça n'a pas vraiment d'importance pour deux raisons. Parce que, encore une fois, si on va faire un tour en dehors de la pièce et qu'on s'installe à côté de l'autre, c'est sympa d'entendre ce qu'il a à dire. Et ça ne met pas forcément en danger. Et on a le droit de penser différemment. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas une réalité qui est meilleure aussi. Donc, voilà, je voulais vous parler de ça parce que ça me paraît vraiment utile. Et en fait, maintenant, ça nous amène au sujet qui me paraît, qui me touche, enfin, qui m'intéresse particulièrement à l'heure actuelle, c'est la façon dont les organisations évoluent. Et l'autre jour, j'étais dans un bâtiment dans la région parisienne, un grand bâtiment, j'attendais qu'on me fasse un badge, et il y avait une espèce de grand mur d'images avec un truc qui montrait l'électrification de la France dans les années 50. Et c'était très sympa de voir ces images en noir et blanc. Et là, j'ai pensé que finalement, le XXe siècle, c'était un peu le siècle des réseaux. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, on a mis les routes, on a mis la flotte, on a mis l'électricité, on a mis le gaz, on a mis tout ça, on a mis les routes aériennes, et puis, à la fin, on a mis l'Internet et les réseaux IT. Et en fait, tout ça, ça a amené à un autre réseau, particulièrement depuis le début du XXIe siècle, qui est le réseau des êtres humains. On est tous connectés les uns aux autres. Il y a des systèmes de valeurs qui sont attachés à tout ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on est tous connectés, et qu'on le veuille ou non, on est connectés. Donc je vais vous prendre un exemple. Quand j'étais petit, mes grands-parents ils habitaient à côté de Grasse. On descendait dans une 404 Peugeot avec ma maman, on partait de Paris, on ne savait pas si on arrivait le soir. Et quand ma grand-mère appelait sa fille qui habitait à San Francisco,
Elle en parlait pendant une journée avant, une journée après, et elle passait un quart d'heure à faire des trucs avec son téléphone jusqu'à pouvoir épeler, vous savez, en alphabet morse, jusqu'à pouvoir épeler le numéro de téléphone. Elle parlait à sa fille pendant 3 minutes, ça lui coûtait une fortune, et après elle en parlait pendant un mois. Et maintenant, en fait, ma femme est chinoise, on se parle 5 fois par jour, on se regarde et ça ne nous coûte pas un centime. On est tous connectés. À l'époque, il y avait un train ou 2 par jour qui descendait entre Paris et Nice. Maintenant, il y a un avion toutes les 30 minutes et un TGV toutes les 12 heures. Et mon père, qui était anglais, lui était à un moment, c'était le seul journaliste à Pékin. Seul journaliste de la presse occidentale à Pékin. Tous les autres avaient été virés. Lui, il a été viré pour espionnage un an après, alors qu'il n'était pas du tout espion, tout simplement parce que ça faisait réputation. Et bon, maintenant, en fait, je sais pas, dans l'air, à l'heure où nous parlons, il y a peut-être 5000 personnes qui sont entre l'Europe et l'Asie. Donc ça va vite. Et donc on est tous reliés les uns aux autres. Et ça, cette connexion qui se passe entre nous, tout à l'heure, je disais le terme d'émergence. L'émergence, c'est quelque chose qui n'était pas là et qui tout d'un coup c'est là. C'est pas compliqué, c'est comme une vague. Toutes les vagues là sont émergentes. Même quand c'est plat, il y a des petites émergences. Alors après, il y a des cerveaux qui vont essayer d'analyser ça en disant « Ah oui, alors c'est parce que si on regarde la couleur du fond, la température de l'eau, le vent, tout ça, c'est pas important. » Ce qui est important, c'est qu'on se rende compte que le monde dans lequel on vit, à l'heure actuelle, c'est vraiment un monde qui est basé sur l'interconnexion et le fait qu'on est tous reliés les uns aux autres. On peut le regarder à tous les niveaux qu'on veut. Et à côté de ça, il y a des organisations. La plupart des organisations qui nous entourent sont des organisations qui ont fonctionné, on pourrait dire, bien, jusqu'à la fin du XXe siècle. Il y a eu le gouvernement, il y a eu l'argent, il y a eu les médias. Tout ça, ça marchait très bien jusqu'à la fin du XXe siècle. Et maintenant, ça ne marche plus. Ce sont des organisations pyramidales qui prennent du temps donc à faire venir l'information du bas vers le haut et que ça repart vers le bas. Et puis, nous, on est en train de bouger beaucoup plus vite que ça. Je vous prends un exemple. Le gouvernement, moi j'habite à Bruxelles, on pourrait dire, bon, on a créé l'espace Schengen, c'est parce que on veut que les gens circulent bien. Bon, je prends l'avion de Bruxelles, j'arrive à Nice, je passe 3 quarts d'heure pour montrer mon passeport. Alors évidemment, on va toujours dire, ah oui, mais c'est à cause du terrorisme et tout ça. C'est pas ça qui est important. Pourquoi est-ce que c'est pas important? Parce que tout ça, c'est encore une fois un lien systémique, c'est-à-dire il y a 12 000 causes en même temps. Si on essaye juste d'en sortir une, à ce moment-là, on va se prendre les pieds dans le tapis. Donc, moi, ça me paraît utile de voir que justement, en fait, les gouvernements, ils ont envie de quelque chose, et c'est exactement l'inverse qui se passe. On a envie de créer l'Europe est en train de tomber en panne. On a envie de s'ouvrir sur le monde, on est en train de mettre des fils de fer barbelés partout. Je pense que ça peut amener à réfléchir. L'argent, c'est pareil. L'argent, il y a quelque chose qu'on trouve dans la nature, une loi de la nature qu'on appelle la réussite à celui qui réussit. Donc une espèce invasive. Vous savez, la Taxiflora colerpa, elle s'appelait cette algue qui était tombée à Monaco dans la Méditerranée. Taxifolia. Merci beaucoup. Donc cette algue, elle a contaminé toute la Méditerranée. Et là, on se retrouve avec la même chose au niveau de l'argent. En fait, quand on parle des 99%, et là il n'y a aucun jugement moral dans tout ce que je suis en train de dire, mais quand on parle des 99%, encore une fois, on se retrouve dans la même situation. L'argent, il n'y en a plus, il n'est plus là. Il n'est plus là, pourquoi? Parce qu'à chaque transaction qui est effectuée, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui intervient pour dire attention, en fait, moi je prends ma part en passant. Pour toutes les bonnes raisons qu'on peut, il n'y a pas encore une fois, de jugement ou de motivation. Simplement, c'est en train de se produire. Et ça, si vous le mettez en cascade, à un moment, vous vous rendez compte qu'effectivement, les couches sociales se retrouvent dans des situations qui sont de plus en plus extrêmes. C'est un phénomène mécanique, c'est pas un phénomène moral, c'est un phénomène mécanique. Et si on prend les médias, c'est la même chose. Les médias, c'est quand même quelque chose qui nous met dans une situation intellectuelle pas très favorable. D'abord parce que les médias ne sont pas du tout réglés sur ce qui se passe véritablement, c'est-à-dire cette réunion entre les gens qu'on pourrait appeler une émergence faible. Eux, ils sont basés sur l'émergence forte. Il faut qu'il se passe quelque chose. S'il ne se passe rien, ils n'ont rien à dire.
Donc, ça nous amène par exemple, enfin moi je pense à ce qui s'est passé à Bruxelles au mois de mars quand il y a eu des attentats. Moi j'habite près de la Bourse. La Bourse c'est un endroit relativement tranquille, quoi. Bah, il y a eu les attentats, le lendemain il y avait 150 camions satellites, camionnettes satellites avec toutes les chaînes de télé qui étaient sur la place de la Bourse. Une semaine après, ils étaient tous repartis. Donc en fait, le mécanisme, la façon dont fonctionnent les médias du XXe siècle dans cette partie du XXIe siècle, ne fonctionne que sur l'émergence forte, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas du tout reliées à la vague de fond qui est en train de se produire, ils sont même pas en train de mesurer, mais en plus, ils ne sont pas du tout liés à notre processus cognitif ou émotionnel, la façon dont on gère les infos. Parce que quand il y a plein de morts, c'est pas cool. Mais c'est pas, ça dure pas une semaine et après ça s'arrête d'un coup. Hein, je pense que c'est important aussi de voir que les médias sont tout le temps en train de fonctionner comme ça, alors que nos émotions et notre cognition, elles fonctionnent beaucoup plus comme une vague. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc on a cette nouvelle société qui est en train de se mettre en place, et on a cette société, toutes ces organisations du passé qui, elles, ne fonctionnent plus, mais qui sont encore là, parce qu'elles ont le droit d'être là, et qu'on a appris qu'elles étaient là, donc elles font partie des murs. Donc on les accepte telles quelles. On ne les remet pas en question, et ceux qui les remettent en question, de toute façon, c'est perdu, parce que ces organisations, comme elles sont dans l'ensemble, je ne parle pas d'une manière accusatrice, je suis simplement en train de décrire un phénomène. Ces organisations, comme elles sont en fin de vie, elles se défendent. C'est un petit peu comme un ours blessé, si vous voulez. Donc, il ne faut surtout pas les attaquer. En revanche, et je vais y revenir dans 2 minutes, où est-ce qu'on met notre attention? Est-ce qu'on les nourrit encore en s'occupant d'elles, ou est-ce qu'on regarde vers le futur? Ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment important. Il y a une image par rapport à ça, entre ces organisations du passé qui sont en train de disparaître et ces organisations du futur qui sont en train d'émerger, c'est la chenille. La chenille, avant de se transformer en papillon, dans les derniers jours, elle mange 300 fois son poids par jour. C'est totalement destructeur. Et pendant un moment, dans la chrysalide, il y a 2 univers qui vivent ensemble. Il y a d'une part un truc qui est en train de se détériorer, qui est en train de mourir, qui a besoin de s'effondrer pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Et c'est rigolo parce que les cellules qui apportent ce quelque chose de nouveau s'appellent des cellules imaginales. Donc il faut s'ouvrir sur l'imagination. Mais encore une fois, et là j'y reviens encore sur les organisations du passé, qu'est-ce qu'elles font pour survivre? Elles créent la peur. C'est important d'avoir peur à l'heure actuelle. C'est important d'avoir peur parce que si on n'a pas peur pour son argent, c'est pas bien, on va le perdre. Si on n'a pas peur pour sa maison, c'est pas bien, on va la perdre. Si on n'a pas peur dans les médias, on va se faire avoir par plein de gens, on ne sait pas qui c'est. Donc c'est important d'avoir peur. On apprend la peur à l'école et on l'apprend tout le temps. Et plus on apprend la peur, si on arrive à réussir à s'en sortir dans cet univers anxiogène, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, le poison, il est terrible. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir les gens qu'on aime le plus en leur disant « Mais il faut absolument que tu aies peur. Parce que regarde, moi je m'en sors en ayant peur. » Vous voyez le truc? On est d'une part coincé avec des organisations du passé qui nous disent d'avoir peur de tout. Franchement, maintenant je vous laisserai dire oui, non, enfin vous voyez, ça, je veux dire chacun a son libre arbitre. Mais la peur, elle est vraiment là très présente. Et puis de l'autre côté, vous avez toute cette possibilité, tout ce côté imaginal, tout ce qu'on peut imaginer. Et maintenant, en fait, ça nous amène à voir qu'est-ce qu'on fait pour en sortir. Et là, je pense que ce qui me paraît utile, c'est de voir que il n'y a pas grand-chose à faire. En fait. Ce qui est important, c'est de voir comment on le regarde. Et je crois que ce qui va nous aider beaucoup, c'est notre intention. Est-ce que notre intention, elle est tournée vers la préservation du passé ou est-ce qu'elle est tournée vers l'ouverture sur le futur? Avec tout ce qu'on ne sait pas. Parce que dans le futur, on fait les choses même si on ne sait pas comment. Dans le passé, il fallait avoir tout prévu et de toute façon, même si on a tout prévu, ça ne marche pas. D'ailleurs, toutes les mesures qu'on voit qui existent à l'heure actuelle sont des mesures qui, la plupart du temps, nous disent que il s'est passé ça pour pas que ça se reproduise et bon, on va faire ça. Mais comme il se passe tellement de choses qu'on ne sait pas prévoir, on est obligé de faire de plus en plus de choses.
Vous voyez, ça fait le lien un petit peu avec ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis après, on réfléchit, et les gens disent, mais oui, mais c'est pas possible. Donc là, ça bloque l'écoute. Vous voyez comment toutes les choses se relient les unes aux autres. Donc, c'est important de mettre notre intention au bon endroit. Et souvent, quand je parle de ça, il y a des gens qui me disent, oui, mais alors l'intention, d'accord, mais à ce moment-là, vous vivez au pays des bisounours, vous ne vous occupez pas de tout ce qui se passe dans la réalité. Et ma réponse à ça, c'est que l'intention, c'est pas pareil que l'attention. On peut faire attention à tout ce qui se passe autour de nous, on peut continuer à vivre sa vie tout à fait normalement dans ce monde, mais c'est pas parce que le monde est dysfonctionnel dans une large partie, je vous laisse le pourcentage, c'est pas parce que le monde est dysfonctionnel donc dans une large partie qu'il faut devenir dysfonctionnel soi-même. Et dans nos métiers, on rencontre de plus en plus de gens qui deviennent victimes d'un environnement dysfonctionnel parce que sans s'en rendre compte, ils se font bouffer par le système dysfonctionnel, ils s'associent au système et ils passent à la casse. Et ça, c'est terrible. Moi, ça fait plusieurs mois que maintenant, dans les organisations dans lesquelles je travaille, les gens me demandent ce que je fais, et je définis mon travail de cette manière en disant, vous savez, moi j'aide les organisations qui ont besoin de mourir à disparaître, et j'aide celles qui ont besoin de commencer à exister et à apparaître. C'est ce que je fais à l'heure actuelle. Peut-être dans 6 mois, je le définirai autrement. Donc, voilà. Et je pense que maintenant, j'en arrive à la fin. Moi, ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est justement de savoir quelle est notre intention. Est-ce qu'on veut garder notre cœur ouvert? Est-ce qu'on veut être des êtres humains? Ou est-ce qu'on veut être des membres d'un appareil ou des membres d'un système? J'en ai parlé l'autre jour parce que vendredi après-midi, je donnais un cours à la faculté à Nice. Et je demandais aux étudiants, il y avait des étudiants qui cherchent des stages, et je leur ai dit, vous savez, votre intention, en fait, c'est elle qui va tout changer. Est-ce que vous voulez un stage parce que vous avez peur de ne pas en avoir un, ou est-ce que vous voulez un stage parce que vous avez envie de réussir dans vos études et d'aller plus loin dans la vie avec ça? Est-ce que votre intention, c'est encore sur la peur, ou est-ce que c'est vers l'ouverture du cœur? Dans un monde anxiogène, on ne prend pas de risques et on ne sait pas faire la différence entre prendre des risques et se mettre en danger. Dans un monde qui est basé sur l'ouverture de l'esprit et l'ouverture du cœur, évidemment, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'est jamais tout seul, même si on est tout seul. Donc, en fait, ma question, là, ça serait, si je dois vous poser une question, mais ma question, ça serait ça. Où est-ce que vous mettez votre intention? Voilà, je vous remercie.